Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 10 septembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la tournée du pape François dans la région, puisque le souverain pontife est arrivé hier au Timor oriental, après un passage en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie. On évoquera ensuite la dernière rencontre bilatérale entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui quittera bientôt la tête du gouvernement nippon. Thaïlande, ensuite, où le nouveau gouvernement formé par Yingluck Shinawatra du parti Pheu Thai s'est détaché du parti Palang Pracharat, soutenu par l'armée, pour inviter au sein du cabinet son ennemi et rival de longue date, démocrate. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux Philippines, où l'on évoquera la situation du pasteur Apollo Quiloboy, chef d'une secte dans le sud du pays où il était recherché pour des crimes sexuels, notamment sur des mineurs. À 87 ans et en fauteuil roulant, le pape François a débuté mardi dernier une tournée de 12 jours dans 4 pays de la région Indo-Pacifique, le plus long voyage à l'étranger entrepris depuis son élection. La tournée du souverain pontife a commencé mardi par un séjour en Indonésie où il a été reçu mercredi par le président sortant Joko Widodo. Notons que la visite dans l'archipel indonésien avait comme thème principal le dialogue interreligieux et en particulier entre catholiques et musulmans. François a ainsi rencontré jeudi le grand imam de Jakarta, Nasaruddin Umar. Les deux dirigeants religieux ont signé un appel conjoint à combattre l'instrumentalisation religieuse des conflits et se sont dit préoccupés par la déshumanisation liée à la généralisation des violences et des conflits. Ce message de fraternité a été suivi par un appel à agir face au réchauffement climatique qui menace, selon eux, la coexistence pacifique entre les peuples. Le lendemain, une rencontre avec les représentants des 6 religions officielles autorisées en Indonésie a eu lieu à la grande mosquée Istiqlal. Et le séjour du pape en Indonésie a aussi été marqué par une grande messe célébrée dans un stade de 80 000 places dans la capitale de l'archipel qui compte quelques 8 millions de catholiques, soit moins de 3% de la population. Le pape François s'est ensuite envolé pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée où le catholicisme est la première religion en nombre de fidèles. La visite du pape y était très attendue dans un contexte marqué par l'instabilité politique, l'inflation et les violences tribales qui ont fait des dizaines de morts au cours de ces derniers mois. Le pape a d'ailleurs lancé un appel en faveur de la paix entre les tribus et contre les violences interethniques, exhortant aussi le gouvernement à améliorer le traitement des travailleurs et à assurer une répartition plus juste des fruits de l'exploitation des ressources naturelles. Le pape a aussi appelé à une solution définitive, selon ses mots, pour le statut de Bougainville, province autonome qui est engagée depuis plusieurs années dans un processus d'indépendance et où la population locale a voté massivement en 2019 en faveur de l'indépendance lors d'un référendum. Mais le gouvernement central de Port Moresby semble freiner le processus depuis quelque temps, un apparent manque de volonté qui suscite des tensions au niveau local à Bougainville, mais aussi entre le gouvernement central et celui de la province autonome. Le pape a aussi rencontré 7 dirigeants de la région du Pacifique et notamment les premiers ministres des Tonga et du Vanuatu, ou encore le président de Nauru et secrétaire du Forum des îles du Pacifique, Baron Waka, qui se sont tous rendus à Port Moresby pour le rencontrer. Et enfin, le séjour du pape en Papouasie-Nouvelle-Guinée a aussi été marqué par une visite express dimanche dans la petite ville reculée de Vanimo, où officient des missionnaires argentins et où le pape a visité une église construite par l'église et un centre pour les femmes et les filles victimes de violences physiques et sexuelles. La délégation papale s'est ensuite envolée hier pour le Timor oriental, ancienne colonie portugaise qui a obtenu son indépendance en 2002 après 20 ans d'occupation indonésienne et une guerre sanglante à la fin des années 1990. Alors que des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent dans ce petit pays pour dénoncer les faits de pédocriminalité tus pendant de longues années dans l'Église, le pape a appelé les autorités à faire preuve de tolérance zéro envers les abus sexuels commis au sein de l'Église.
Le séjour du pape a ensuite continué avec une rencontre avec le clergé ce matin et une messe géante avec 700 000 personnes, soit la moitié de la population du pays. Après le Timor oriental, le pape terminera sa tournée avec une visite à Singapour avant de rentrer ce vendredi à Rome. Vendredi dernier a eu lieu la dernière rencontre bilatérale officielle entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, puisque le chef du gouvernement nippon a récemment annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection de la présidence du Parti libéral-démocrate fin septembre. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à contrer la menace nord-coréenne et à continuer de renforcer la coopération bilatérale entre Séoul et Tokyo, les deux pays s'étant considérablement rapprochés ces 2 dernières années sous la présidence de Yoon Suk-yeol. En témoigne la fréquence de leurs entrevues, puisque les deux dirigeants se sont vus 12 fois en 2 ans, que ce soit lors de sommets bilatéraux comme la semaine dernière ou en marge de conférences internationales. Yoon a déclaré que travailler avec Kishida à améliorer les relations avec le Japon avait été le changement le plus significatif depuis son entrée en fonction. Et alors que les deux pays célébreront l'année prochaine leurs 60 ans de relations diplomatiques, le président sud-coréen espère qu'il sera reconnu comme l'artisan du rapprochement avec l'ancienne puissance coloniale, contre laquelle beaucoup de Coréens ressentent toujours de la rancœur pour les crimes de guerre commis par l'armée japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Coréens. Une partie de l'opposition en Corée du Sud accuse d'ailleurs Yoon Suk-yeol de mener une politique dite de soumission ou d'humiliation face à Tokyo et voudrait que le Japon exprime de façon claire des regrets face à ces actes. Notons que la rencontre a abouti à la signature d'un protocole d'entente pour permettre aux civils japonais d'être évacués en Corée du Sud et vice-versa en cas d'urgence dans un pays tiers. C'est le premier document de ce type signé par le Japon avec un autre pays. Enfin, on peut rappeler que le mandat de Kishida a aussi été marqué par le renforcement de la coopération trilatérale avec la Corée du Sud et les États-Unis, une coopération qui vise à contenir et à surveiller le développement de l'arsenal nucléaire nord-coréen. En Thaïlande, la coalition tout juste arrivée au pouvoir a déjà changé de visage plus de 3 semaines après l'élection de Paetongtarn Shinawatra au poste de première ministre. La nouvelle chef du gouvernement, fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra et nouvelle chef de file du Pheu-Thai, a récemment annoncé la composition de son cabinet, dont les détails réservaient une surprise de taille. En effet, le parti Palang Pracharat, soutenu par l'armée et qui faisait partie de la coalition de députés qui ont permis l'élection de Paetongtarn Shinawatra, ne figure pas au sein du cabinet et a été remplacé par le Parti démocrate, parti rival et même ennemi à certains égards du Pheu-Thai. On compte ainsi 2 ministres du Parti démocrate dans le gouvernement de Shinawatra, le président du parti, Chalerm Chaeshri-Orn, à qui a été confié le portefeuille des ressources naturelles et de l'environnement, et le secrétaire général du parti, Dek It Kautong, qui a été nommé vice-ministre de la Santé. Le Parti démocrate, dont une partie des électeurs sont opposés à une alliance avec le Pheu-Thai, a toutefois averti qu'il se retirerait immédiatement de cette coalition à la moindre affaire de corruption. Le secrétaire général du Pheu-Thai a déclaré que dans le passé, les idéologies politiques des 2 partis avaient été totalement différentes, mais qu'aujourd'hui, une nouvelle génération gérait les partis et que leurs dirigeants et leurs membres avançaient dans la même direction. Le Pheu-Thai a justifié sa décision de se séparer du Palang Pracharat en indiquant que les dirigeants de ce dernier n'avaient pas coopéré pour former le nouveau gouvernement. Le vice-président du Palang Pracharat, quant à lui, a accusé la première ministre d'avoir trahi sa promesse faite avant le vote qui l'a porté au pouvoir, rappelant que Shinawatra avait promis au Palang Pracharat un nombre de sièges proportionnel au soutien des députés pour l'élire. Aux Philippines, le chef d'une secte accusée de crimes sexuels, notamment sur des mineurs, a été arrêté dimanche soir après s'être rendu à la police, mettant fin à plusieurs semaines, voire plusieurs mois de poursuites. Apollo Quiloboy, qui s'est autoproclamé propriétaire de l'univers et fils de Dieu, et le fondateur du royaume de Jésus-Christ, est fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le FBI en 2022 pour des actes de trafic humain et de crimes sexuels, mais aussi pour des faits d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Notons que ce gourou a acquis une influence politique importante aux Philippines en devenant une sorte de conseiller spirituel pour l'ex-président Rodrigo Duterte. Il y a 2 semaines, le domaine du royaume de Jésus-Christ avait été assiégé par quelques 2000 policiers
alors que son dirigeant s'était réfugié à l'intérieur et que les portes du domaine étaient protégées par plusieurs centaines d'adeptes, persuadés que les accusations portées contre leur guide étaient motivées par des raisons politiques et non pas pour les crimes qui lui sont imputés. Quiloboy est apparu hier aux côtés de 4 autres suspects devant les journalistes à l'occasion d'une conférence de presse où il s'est présenté totalement couvert avec chapeau, lunettes, cache-nez et écharpe. Le président Ferdinand Marcos Jr. a déclaré que Quiloboy devrait d'abord répondre des accusations portées contre lui devant la justice philippine avant d'être éventuellement extradé aux États-Unis. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.